Je vais demander à mes interlocuteurs de venir me rejoindre sur scène. On va faire honneur aux femmes. Karine Dartigues-Pérou, venez vous installer. Merci. Je vais demander également à David Bensadoun, directeur général des services de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, de vous rejoindre. Marc Lager, qui est expert aménagement et développement numérique des territoires au commissariat général à l'égalité des territoires, de nous rejoindre également. Et puis David Egg, vice-président de la communauté urbaine d'Arras. Bonjour David. Et Hervé Greléas, directeur innovation numérique et système d'information de la métropole de Lyon. Donc merci à vous de jouer le jeu de cette table ronde et vous serez des interlocuteurs au même titre que la salle, je le répète, dans cette deuxième partie, de manière à ce qu'on puisse y voir un peu plus clair dans ces questions que tout le monde se pose, dans ces réorganisations en cours. Alors, pour dresser un premier tableau un peu à froid, voilà où on en est, quelle est la situation. David Bensadoun, vous avez accepté de nous faire un petit point de votre point de vue sur ce Big Bang territorial en cours finalement, hein, parce qu'on a quand même un peu de ça. Vous avez relevé le défi de le faire en moins de 10 minutes, vu l'ampleur des points qui sont en cours. Je pense que c'est intéressant, mais l'idée c'est surtout que vous nous disiez effectivement, voilà, les réformes territoriales, quelles sont-elles, quel impact elles ont dans nos organisations et comment on le vit, nous, de notre côté. Ensuite, Marc Lager, vous travaillez actuellement donc, sur notamment une étude. Alors, il y a plein d'études en cours au CGET, il n'y a pas que celle-là, bien sûr, mais il y en a une qui s'intéresse et qui démarre là sur le retour sur investissement qu'on peut attendre de ces transformations numériques. Donc l'étude n'est pas finie, donc il n'est pas l'heure des conclusions de l'étude, mais bien des questionnements qui sont à l'ouvrage et puis aussi évidemment de votre connaissance du terrain en ces matières qui est importante. Et puis David et Hervé, vous aurez le rôle de grands témoins principaux, aller discuter effectivement les propositions qui vous seront faites pour dire, moi, sur mon territoire, ça me parle, ou au contraire, j'ai pas bien compris, ou ça me plaît pas, et voilà. Et de lancer le débat avec les autres interlocuteurs. Donc n'hésitez pas à être tout à fait direct et je sais que vous avez voilà une pratique importante sur des échelons ensuite de territoires qui sont différents les uns des autres, puisque on a ici une communauté de communes, une communauté urbaine Arras avec des territoires très divers et puis la métropole de Lyon. Donc on a là un panel aussi, y compris dans les fonctions, un élu, un DG, un directeur d'innovation et de l'informatique. Donc un peu un panel, je pense, assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Si la technique est prête, on peut démarrer sur le lien Internet ? Pas encore ? Bon. Alors, je vous propose de démarrer. Alors 10 minutes, c'est parti. Je vais essayer de relever le défi de ce Big Bang territorial qui nous occupe tous. D'ailleurs, je suis DG de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie, la plus haute communauté de communes d'Europe, bien évidemment, comme tout le monde peut l'imaginer. Je suis également vice-président de la DGCF, là, c'est l'association des DG d'intercommunalité. Donc à ce titre-là, je rencontre beaucoup de DG d'interco qui, en ce moment, sont particulièrement préoccupés, le nez dans le guidon, et qui se retrouvent dans des situations qui sont d'une complexité absolue, parce qu'il faut imaginer des fusions d'intercommunalités, des communes qui fusionnent elles-mêmes en communes nouvelles, des relations avec la région qui sont en train de se recomposer, etc., etc. Un premier chiffre, peut-être, pour essayer de présenter cela. On est passé, en 2016, sous la barre des 36 000 communes. Alors, c'est assez significatif parce que
On était bien au-delà des 36 000 communes il y a quelque temps. Je rappelle qu'on vient de loin et que la composition des communes telle qu'on la connaît, elle est héritée de la Révolution française et qu'il y a encore très peu de temps, il y avait 90% des périmètres des communes qui étaient ceux de l'époque de la Révolution française. Alors il y a eu un moment où on a eu, avec les lois Marcellin 1971, une diminution du nombre de communes, c'est environ 1400 communes en moins, quelques années après les lois Marcellin. Mais cette diminution a été suivie par une stagnation, voire une augmentation. C'est en fait le solde de l'effet de la loi Marcellin. C'est plutôt 1200 communes en moins. Et on se retrouve donc à 36 000 communes. On sera même, en 1er janvier 2017, à 35 486 communes, si je ne me trompe pas, en dessous de 35 500, en tout cas, en dessous de 35 500 communes. Ça veut dire qu'il y a des communes qui sont un peu plus grandes que ce qu'elles sont. Alors, globalement, si vous voulez, les effets de la loi de 2010 et les effets de la loi de 2015... sur 2010, l'instauration de la commune nouvelle, 2015, une loi pour améliorer le sort des communes nouvelles, notamment par des incitations financières, c'est à peu près le solde, c'est à peu près celle de la loi Marcellin. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça va devenir par la suite ? Est-ce que cette évolution du nombre de communes va encore aller vers une diminution constante ou est-ce qu'on aura le même effet que la loi Marcellin ? C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un gros effet au moment où la loi apparaît, la loi sur les communes nouvelles, et puis une stagnation, voire à nouveau des diffusions de communes ou des créations de nouvelles communes supplémentaires. Voilà. Ça, je serais bien incapable de le dire. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a eu toute une série de réformes depuis les lois de décentralisation, y compris dans les modes de relation avec l'État. L'État intervient d'une manière maintenant un peu différente vis-à-vis des territoires et des intercommunalités et des communes, etc. Il intervient sous forme de plus en plus d'agences. On le voit sur des grands projets stratégiques, en fait, il y a des agences. Bon, ça, je ne parlerai pas à la place du représentant de l'État et on pourra en parler là-dessus. Deuxième phénomène, c'est qu'on a un certain nombre de réformes d'organisation de l'administration locale avec la loi MAPTAM, la loi NOTRe. Vous savez tous, nous savons tous que le nombre de régions métropolitaines est passé à 13. On est passé de 22 à 13 régions. C'est un phénomène qui est particulier, qui notamment ici dans notre région, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, nous oblige à reconsidérer la façon dont on va envisager en fait les relations avec la région. Et puis on a aussi des communautés de communes qui sont de plus en plus, je disais, au sein de l'association des DG d'Interco, on se retrouve à se poser des questions sur ces communautés de communes qui sont des communautés de communes qu'on appelle XXL, de grande taille. Et donc ces communautés de communes XXL qui sont sur des périmètres beaucoup plus larges. Je vais vous donner un exemple de la Haute-Savoie avec ce que ça peut engendrer comme questionnement sur la façon dont vont se recomposer les services vis-à-vis des citoyens de la population. C'est Annecy. Alors à Annecy, il y a un double mouvement, c'est-à-dire qu'après le schéma de la commission départementale de coopération intercommunale, l'agglo d'Annecy fusionne avec deux communautés de communes, je crois. J'espère qu'il n'y a pas des gens d'Annecy, mais deux communautés de communes autour. Donc il y a un nouveau périmètre de communauté de communes et on sera à une agglo, le Grand Annecy, qui sera à 199 000 habitants. Et Annecy, la commune elle-même, qui comptait environ 50 000 habitants et qui va se retrouver à 120 000 habitants par la création d'une commune nouvelle à 6 communes du bassin de vie annécien, et donc une commune qui comptera 122 000 habitants. C'est un vrai impact et c'est une modification qui est fondamentale, puisque qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de l'agglo d'Annecy ? C'est que les communes récupèrent certaines compétences que l'intercommunalité avait, notamment les compétences pour les gestions de gymnases, etc., donc les gestions de services. Et puis on a une agglomération beaucoup plus importante qui va se concentrer sur les compétences qui sont celles que la loi lui a données. C'est en fait autour de l'aménagement, le développement économique, l'environnement, qui est une compétence forte et qui est importante, parce que là pour le coup ça va chambouler toutes les compétences qu'ont les intercommunalités. Sur les compétences qu'ont les intercommunalités, on passe d'un cadre législatif où toutes les intercommunalités étaient compétentes pour le développement économique et l'aménagement du territoire à un cadre dans lequel les intercommunalités vont avoir comme compétence obligatoire
d'autres éléments comme l'habitat, les réseaux d'eau, d'assainissement, le transport, toutes ces compétences-là qui vont être des compétences obligatoires des intercommunalités. C'est un changement qui est important, et quand on reprend sur l'agglomération d'Annecy, on voit bien que l'intercommunalité, du coup, à un périmètre plus large, va s'occuper d'aménagement, de réseaux, va s'occuper d'aménagement et de réseaux, mais va s'occuper beaucoup moins de gestion. Et va être, du coup, dans le cadre des réformes, un interlocuteur direct de la région. Donc il y a un binôme qui est en train de se créer entre les intercommunalités et la région, et qui va se structurer autour de ces schémas, dont vous entendrez parler peut-être prochainement, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et internationalisation. Merci. Et les schémas régionaux d'aménagement et de développement et d'égalité des territoires, les SRADET et les SRDE2I, qui sont ces schémas et qui vont permettre d'articuler en fait les relations entre les compétences des différentes collectivités. Juste pour terminer, parce que je crois que j'ai encore 30 secondes, juste pour terminer, je vais donner un autre exemple, un décret qui est passé tout récemment, et qui, dans cette recomposition, parce qu'on le voit bien derrière tous ces enjeux-là, se pose la question de la relation du citoyen ou de l'usager avec les collectivités, et avec quelles collectivités sont compétentes dans l'avenir et dans l'aménagement des territoires. Mais un décret tout récent puisque depuis le 7 novembre 2016, toutes les collectivités ont l'obligation de permettre la saisine par voie électronique de l'ensemble des administrations, que ce soit pour les administrations d'État ou pour les collectivités locales. Et je pense que ce petit décret qui est passé et où progressivement on se retrouve avec ça est significatif aussi du mode de relation qui est en train de se transformer dans la relation avec les administrations et les usagers. C'est-à-dire cette capacité qu'on a d'interpellation directe et aussi d'une recomposition derrière de l'ensemble des collectivités. Voilà. J'ai essayé de faire dans le temps des 10 minutes autant que j'ai pu. Merci beaucoup. On a le temps de discuter encore après, mais ça permet de donner un premier point de vue. On peut l'applaudir, c'était pas facile. Marc, à vous. Alors, défi du numérique. Pour passer les diapos, c'est cet instrument. C'est cet instrument. Je vous remercie. La flèche verte pour avancer. Bien. Marc Lager, ma fonction est indiquée ici. Il me faut respecter l'impératif des 10 minutes, je ne vais donc pas les détailler. Je vais même aller plus loin et je vous laisserai à tête reposée consulter ce PowerPoint parce que sinon, si je le commentais de A jusqu'à Z, il me faudrait 2 heures. Je vais donc aller immédiatement sur les questions les plus importantes. Et puisque je représente l'État, le Commissariat général à l'égalité des territoires, il me faut bien respecter la règle, sinon évidemment c'est le foutoir. Le Commissariat général à l'égalité des territoires a pour ambition de mettre en œuvre des politiques qui ont été fixées par décret en 2014, des politiques d'égalité des territoires, autour de la politique de la ville, autour des contrats de plan État-région, de la cohésion sociale, de la politique de la montagne, de la transition écologique, etc. Nous intervenons au niveau des fonds européens, les FESI. Notre action est interministérielle, elle associe les représentants des associations, le réseau des préfets de région, le Parlement, le Conseil d'État, les autorités de régulation. Et les principales décisions qui font, qui sont mises en œuvre par le CGET sont annoncées par les comités interministériels aux ruralités ou bien les comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté. Nous avons la tutelle de l'ANRU, de l'EPARECA qui s'occupe des établissements commerciaux dans les centres-villes en zone rurale et de l'Agence française des investissements internationaux. Petite diapo qui, je crois, est une piqûre de rappel à chaque fois qu'on parle de numérique. Les choses sont en train de s'accélérer de façon absolument vertigineuse. Le pouvoir conféré au numérique à chaque citoyen, mais aussi à chaque collectivité territoriale, est absolument phénoménal. On a les capacités de revisiter toute l'administration publique depuis la commune ou l'EPCI. Et ce schéma de la Caisse des dépôts le montre bien.
à peu près 1700 générations auparavant, on a développé les langages, enfin avant aujourd'hui. 300 générations avant aujourd'hui, on a développé l'écriture. 35 générations avant nous, on a développé l'imprimerie. Et puis, au XXe siècle, tout s'accélère. Et dans les années 2000, on est always on web. Que faire quand on gère la relation aux citoyens de cette accélération phénoménale? C'est un peu la question qu'on essaie de se poser. Et au Commissariat général à l'égalité des territoires, on a essayé de prendre du recul avec, vous le voyez en bas, les partenaires de la Direction générale des entreprises, de l'Agence du numérique, de l'Association des régions de France, aujourd'hui Région de France, de l'Assemblée des départements de France que j'ai oublié ici, je suis désolé, de l'AMF, de France Urbaine, du Conseil national du numérique, et en s'adressant à Jean-Pierre Jambe, qui est donc un des blogueurs connus, professeur d'université sur le sujet, pour se poser la question suivante: comment apprécier le retour sur investissement des politiques publiques du numérique? Quand une collectivité, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau, s'implique sur le numérique, va-t-elle retrouver des avantages suffisants qui vont justifier son investissement? On a demandé aux prestataires d'avoir une réflexion sur le niveau financier et budgétaire, une réflexion sur le niveau économique et notamment avec les questions d'emploi, une question sur le niveau environnemental, quelles sont les externalités positives ou négatives du numérique, une réflexion sur le niveau social avec la sécurité, le bien-être, l'épanouissement, les inégalités sociales, les modes de vie, et une question territoriale sur l'égalité du niveau de service public et de fonctionnement, quelle que soit la taille de la collectivité. C'est-à-dire que quand on est... J'écoutais avec beaucoup d'attention Madame Karine Donnier-Sauzé ce matin. Ce que fait Lyon est absolument phénoménal. Ça fait peur, parce que ça va très vite. Comment les petites intercommunalités de l'Aveyron, du Rouergue ou de la Bretagne vont pouvoir suivre ce mouvement? Il y a un problème de mutualisation que je vais essayer de reposer, parce que on va creuser les inégalités si on y prend garde. Je représente l'État, enfin, modestement, je suis un vulgaire technicien, mais la question, il faut qu'on se la pose. Alors, avec ce groupe d'experts, on a essayé d'étudier plusieurs cas. Je vous laisserai regarder ça. On a revisité un petit peu le retour sur investissement des réseaux d'initiatives publiques pour essayer de montrer que eh bien, il y avait un certain nombre d'éléments qui pouvaient montrer qu'à l'horizon de 10 ans, c'était un investissement rentable. Même s'il était extrêmement élevé aujourd'hui. Vous savez que Bercy se fait tirer l'oreille et on a des collectivités qui disent « Ouh là là, on n'y va pas ». Donc en Mayenne, la Mayenne vient de changer la vie. C'est-à-dire qu'ils étaient partis d'un projet très minimaliste et ils sont allés vers le très haut débit. Pour la Haute-Marne, non, on reste sur le projet minimaliste. Sur l'Alsace, pardon que je dis la Haute-Marne, non, l'Alsace intervient et fait... le Grand Est met en place un projet ambitieux. Mais on risque d'avoir de fortes disparités, c'est ce que je voulais indiquer sur ce sujet. On s'est intéressé à la question de la cohésion sociale autour des investissements numériques et de la e-inclusion, et on a essayé de voir, suivant 5 catégories de critères, le retour sur investissement en termes de régulation, les externalités sur l'ensemble de la société, les bénéfices générés pour les usages, les impacts des investissements numériques en matière de continuité territoriale, la rentabilité financière. Voilà, on s'est posé ces 5 questions-là pour essayer d'apprécier cette politique. Et voilà le premier niveau de réponse qu'on a donné. Alors, au-delà de ces premiers exercices, on a essayé de considérer quels étaient le périmètre d'interrogation. Ici, vous ne pouvez pas le lire de là où vous êtes. Je dirais que c'est presque volontaire de ma part, c'est-à-dire que c'est tellement diversifié, c'est tellement complexe qu'on a du mal à lire. On a essayé de représenter ici les différentes catégories de plateformes de services que vous, les collectivités territoriales, vous allez mettre en œuvre, aussi bien sur des sujets de la relation avec le citoyen, de gestion des bibliothèques, de stationnement intelligent, d'ouverture des plateformes de données, du tourisme, etc. Et on a essayé de qualifier ces différentes plateformes de services dans un espace qui va des initiatives publiques vers le privé, comment le privé peut intervenir sur des partenariats publics-privés, et du local vers le global. Voilà. Clairement, on a un chantier très composite, très diversifié, qui se complexifie suivant ces termes-là. J'ai placé en bas la République des torts intelligents, et merci
Merci d'avoir choisi ce visuel avec une France multicolore, une France très diversifiée, parce que, avec le titre, on est au centre du questionnement qu'on se pose au Commissariat général à l'égalité des territoires. Oui, des territoires intelligents émergent, oui, ils s'organisent, mais est-ce que ça va pour autant faire une France intelligente? Est-ce que la cohésion entre les différentes intelligences des différents territoires va être garantie? Est-ce qu'on va trouver des standards, des logiques, des cahiers des charges communs qui vont permettre de réfléchir cette question de l'intelligence territoriale à un niveau national? C'est pour nous la question centrale. Si, dans quelques années, chaque fois qu'on change de région, soit parce qu'on trouve un boulot ailleurs, soit parce qu'on est touriste, soit parce qu'on est en déplacement, on ne peut pas se soigner de la même manière que dans sa région d'origine. Nos enfants ne peuvent pas suivre les mêmes enseignements que dans la région d'origine. Notre relation avec la collectivité territoriale a complètement changé de nature, etc. Si on est dans cette France-là, on est clairement, vous en conviendrez, exposé à un risque de balkanisation numérique de la France, ou de balkanisation de la France numérique. Voilà la question que le CGET se pose. Et clairement, sur Lyon, quand on voit ce qu'a expliqué Mme Donné-Souzé ce matin, 23, alors je n'étais resté à 23 d'après la dernière présentation, c'est 40 sujets d'intérêt très forts avec des soutiens. Enfin, je laisse M. Groléas préciser ces questions-là, mais comme on est à Lyon, je voulais souligner l'aspect très riche de l'intervention et de l'action qui est ici. Les labels territoires innovants que vous avez décernés l'année dernière, c'est encore... Oui, bien sûr, mais je n'ai pas pu me pencher sur ceux de cette année. Ils ne sont pas encore indiqués. Mais ceux de l'année dernière, c'est une très grande diversité. On montre qu'on a des initiatives dans tous les domaines. Donc, la question que je pose en bas, c'est comment partager des cahiers des charges communs entre les différents territoires. Tout ça doit être analysé à l'aune de cette accélération dont je parlais tout à l'heure. L'Internet des objets, plus le cloud, plus le data, c'est une nouvelle intelligence artificielle mondiale, les tendances oligopolistiques et les distorsions de concurrence autour des nouvelles plateformes, les nouveaux consommateurs, les prosumeurs, les consommateurs, etc., qui sont acteurs sur le crowdsourcing, le crowdfunding, etc., l'évolution des débits vers le maximum, tout ça est un nouvel environnement dont il va nous falloir mieux comprendre les limites. Évidemment, tout ça s'intègre dans une évolution du web qui rajoute des couches, l'accès à l'information doublé à l'interaction sociale, voit apparaître en ce moment le web sémantique et bientôt l'intelligence répartie. Comment allons-nous gérer nos projets de services dans les collectivités territoriales dans cette perspective? Les enjeux, je ne vous ai pas donné les détails, mais nous avons réuni à plusieurs reprises un groupe d'experts qui a pu s'interroger sur, dans le cadre de la demande que nous avions adressée à M. Jean-Pierre Jambe, sur la configuration de l'étude à venir. C'est-à-dire qu'on a fait une étude pour déterminer, compte tenu de la complexité à venir, une étude pour déterminer les cahiers des charges de l'étude à venir. Et on a mis un système à double étage. Et voilà les sujets sur lesquels on s'est principalement interrogé. Quelle mutualisation des ressources? Quelle interopérabilité des solutions? Elle n'existe que pour autant qu'on l'a fait marcher. Elle ne peut pas exister que sur le papier. Comment protéger les usagers? Comment, c'est un aspect nouveau qui n'est pas souvent évoqué, travailler sur le contenu des enseignements. Ce sont nos enfants dans les écoles, dans les collèges qui vont faire la France numérique de demain. Comment gérer la souveraineté sur la gestion des données, mais aussi sur le trafic des échanges? Comment mettre en œuvre un développement national et international de solutions qui répondent aux enjeux collectifs? La France a un rôle très important à jouer de ce point de vue-là. Elle est attendue, y compris par les Américains qui sont absolument étouffés par, d'un côté, les agences nationales de lutte contre l'espionnage et de l'autre côté Google. Ils sont surveillés de partout. Et ce que les Français décideront en matière de protection des usagers aura une valeur phénoménale pour l'économie du web mondial. Et puis, une vision intégrée des enjeux collectifs. Alors, je termine par ces en 3 diapos. Notre décision en comité d'experts a été d'apprécier l'orientation des investissements publics numériques à venir sur les 6 éléments qui sont là autour. Accroître le retour sur investissement numérique de l'action publique avec, une régulation des distorsions,
de concurrence et une meilleure prise en charge, une connaissance du risque, notamment sur les données personnelles ou sur l'évasion fiscale. 2, un développement de la création d'emplois, de la compétitivité, de la transition écologique, de la solidarité. 3, une modernisation des services publics et des relations entre administration et usagers. 4, un meilleur équilibre et une réduction sur les inégalités territoriales et sociales avec un renforcement des moyens de l'action publique. 5, une valorisation des patrimoines numériques publics, ce qui permettrait de rechercher de meilleurs partenariats publics-privés. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer, quels étaient les soucis que nous avions à bien identifier et gérer au niveau du commissariat général, sachant que cette vivacité qui est présente sur les territoires, il faut qu'elle se pose la question, à un moment ou à un autre, de sa dimension nationale, ce qui n'est pas évident, puisque quand on est sur la réponse à des citoyens locaux, on ne va pas se poser la question de la réponse à des citoyens éloignés. Voilà, pour introduire le débat. Alors, je crois qu'on le voit, le tableau est complexe, les questions multiples et les enjeux très forts, à la fois en organisation, à la fois en volonté de réponse, d'innovation. Alors, Karine. Oui, alors je me suis dit par quel bout je vais prendre la chose, parce que c'est vrai que merci beaucoup pour l'invitation et que j'ai accepté volonté. Mais là, en fait, pendant la petite demi-heure qui s'impose à moi, je vais vous proposer un petit peu un pas de côté par rapport à tout ce qu'on a écouté ce matin, entendu là jusqu'à présent, et voir finalement quelles peuvent être un petit peu les bonnes questions. Essayer de se poser les bonnes questions. Vous savez, en prospective, on dit souvent la prospective, c'est pas uniquement les scénarios, c'est pas uniquement des outils avec des variables, c'est surtout identifier les trous dans la raquette et voir quelles sont les questions qu'on n'oublie pas de se poser. Donc c'est un petit peu avec cet état d'esprit que je vais vous proposer en fait d'essayer de répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui finalement caractérise la nature de la mutation que l'on vit ? Parce qu'on le voit ce matin, c'était très intéressant dans les interventions du panel de la matinée. On voit bien que les territoires sont en train d'évoluer, de se réinventer, que aujourd'hui on pose la question des tiers-lieux. Qu'est-ce que font les tiers-lieux ? On se pose la question de l'expérimentation. On sent bien qu'à travers l'expérimentation, c'est une manière aussi de dégager une forme de liberté, de réinvention, de transformation. Mais moi, j'avais envie de poser la question ce matin, quid de l'évolution de tout ça ? C'est-à-dire aussi des visions d'avenir et de ce qui fait qu'on a envie d'avancer. Et finalement, je me disais que la prochaine vague, finalement, ça ne sera pas la dimension sociale, comme nous le disait la vice-présidente de la métropole de Lyon, mais la prochaine vague, peut-être, ça sera la question tout simplement éthique. C'est-à-dire du rapport entre l'homme et les objets, du rapport entre l'homme et les robots, du rapport entre l'humain finalement et toutes ces technologies qui nous invitent à nous questionner. Donc, c'est vrai que dans cette mutation, en fait, je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on a finalement deux choses qui s'entrelacent, c'est-à-dire le changement au niveau des repères spatiaux et le changement au niveau des repères temporels. C'est un peu basique, mais ça sera le plan finalement qu'on a adopté pour notre intervention de cet après-midi. Et surtout la question finalement du sens derrière l'avenir pour les territoires, parce que je pense que la France finalement est quelque part un petit peu en mal de désir commun, de désir d'avancer. On voit il y a toutes ces innovations, tout ce foisonnement d'idées, ces initiatives, chacun dans leur domaine, à différents niveaux des territoires. Mais la question, c'est aussi comment on fait sens de tout ça au niveau national, voire international. Alors, peut-être d'où je parle, quand je parle de métamorphose numérique, je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qui caractérise véritablement le changement de valeur dans la société qu'on vit à l'heure actuelle, c'est la première chose, c'est qu'on passe du stock au flux. Et par ça, ça veut dire qu'on n'est plus du tout sur les mêmes repères, les mêmes modes de management comme autrefois. On est vraiment dans de la circulation d'informations. Et la capacité finalement de créer de la valeur, eh bien, c'est d'en faire de la connaissance, c'est de la faire circuler. Et le leader, on a parlé beaucoup de leadership même ce matin, le leader, c'est quoi ? C'est la capacité de révéler des talents singuliers, d'en faire quelque chose, de créer une somme
plus que la somme des individus, mais surtout aussi de transmettre. Et je crois que la question de la transmission, elle ne se voit pas du tout comme on le voyait il y a 20-30 ans au niveau de la communication. Aujourd'hui, grâce à la possibilité finalement de s'exprimer au niveau de la multitude, pour reprendre l'expression d'Henri Verdier, eh bien, la difficulté de cette communication, c'est d'arriver à capter l'attention. Et l'attention, pour moi, c'est vraiment la clé finalement de l'enjeu de compétitivité, que ça soit dans les entreprises, mais aussi sur les territoires, parce que bien sûr, c'est de mettre en place des dispositifs, c'est d'organiser des démarches innovantes, des démarches d'intelligence collective, mais c'est surtout arriver à comprendre ce dont l'usager a besoin et surtout ce que le public demain aura besoin. Et c'est ça vraiment la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper le coup d'appel et pas être uniquement dans l'amélioration du service à la personne, mais aussi d'anticiper les aspirations, les valeurs et les comportements des individus demain. Alors, c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, le numérique, eh bien, c'est la bonne nouvelle. Il ne remplace pas le présentiel. On le voit. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir avec 10 ans de recul l'apparition, le foisonnement des tiers-lieux aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment ces lieux physiques, que ce soit des lieux pour se rencontrer, pour innover, pour travailler ensemble. On a vraiment besoin aussi de sentir, et je dirais de se sentir les uns les autres, et ça va aller en s'accélérant, puisque ce qui va véritablement, dans les 10-15 années à venir, nous différencier de l'intelligence artificielle faible, c'est quoi? C'est notre rapport au corps. C'est notre aussi puissance cognitive, mais c'est aussi notre rapport au corps. Donc on voit bien que cette articulation constante entre virtuel, numérique et présentiel ne va pas aller en diminuant, au contraire. Alors, un nouveau rapport à l'espace, ça c'est la première idée. C'est vrai que si on prend par exemple la question de la mobilité, on peut à la fois se poser la question, est-ce que on va continuer comme ça à avoir besoin d'être de plus en plus mobile, et est-ce qu'on va en effet se déplacer? Là, je vous ai cité les chiffres de Vial qui nous expliquent qu'en un siècle, en fait, finalement, même un peu moins d'un siècle, on est passé de 5 km de distance de moyenne parcourue à 45 km par jour en moyenne, et que, on le sait, les transports et notamment les transports publics vont d'ici les 10 prochaines années se développer, et à l'échelle mondiale, ça va être un enjeu énorme. On le voit aussi avec des nouveaux modes tirés par les nouveaux modes de vie, les nouveaux modes de consommation comme le covoiturage, Uber qui réinvente complètement la manière même de se mouvoir, de se déplacer. C'est pas uniquement un taxi Uber, c'est une autre façon de se mouvoir, avec aussi d'ici 2050 le développement qui tourne autour de l'Internet des objets et bien évidemment des véhicules autonomes avec toutes les questions que ça pose. Donc on voit qu'on est parti vers plus de mobilité, que donc les territoires doivent se positionner par rapport à ça. Mais moi, je pose la question, est-ce que finalement, on va aller vers une croissance effrénée de plus de mobilité, ou est-ce que finalement, on ne va pas réduire notre mobilité? Et pourquoi, le premier argument, selon vous, pourquoi on réduirait notre mobilité? Monsieur? Je vois quelqu'un qui répond, qui a envie de répondre. Mais le premier enjeu, c'est déjà la question du vieillissement de notre société, qui est pas. On a toujours tendance à se dire tiens, on va faire plus de choses, plus de services, plus de moyens, mais déjà on va énormément vieillir. Et donc je crois qu'une des premières conséquences, bien sûr en France on vieillit un peu plus vite sur le continent européen qu'ailleurs dans le monde, mais le monde dans sa globalité vieillit. Et donc la première question, c'est finalement comment va-t-on se déplacer, même si on vit plus longtemps, comment va-t-on se déplacer peut-être avec moins de possibilités physiques? La deuxième question, c'est aussi en termes de ressources naturelles. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se déplacer autant si on ne trouve pas d'autres énergies et beaucoup plus vite des alternatives énergétiques? Une autre question est sur la pollution.
Est-ce que finalement on va continuer à se mouvoir autant si on n'arrive pas finalement à enrayer plus vite les enjeux de pollution? Donc, également sur la question de l'inégalité des richesses, on le voit, si on anticipe certaine décroissance du nombre d'emplois du fait, ne serait-ce que dans les 15 ans à venir, de l'automatisation, d'un certain nombre de tâches, d'une concentration de certaines inégalités de richesse qui aussi œuvrent beaucoup sur le territoire français, eh bien comment tout ça va impacter la dimension de mobilité? Est-ce que finalement on peut continuer à espérer que la mobilité se développe aussi facilement? Un deuxième levier à interpeller sur finalement la réinvention de nos territoires, c'est tout ce qui a trait à la question du rapport au temps. Vous le savez, on a la chance d'avoir un Européen, un Allemand, Hartmut Rosa, qui est un philosophe contemporain, donc qui a beaucoup travaillé sur la question du temps et qui caractérise finalement la société d'aujourd'hui par une accélération sociale, donc qui serait en particulier liée bien sûr aux technologies de l'information et de la communication. Et pour lui, finalement, cette accélération, eh bien, elle interpelle au moins à 3 niveaux notre organisation sociétale. Bon, la première, c'est bien sûr celle des communications qui ont transformé notre rapport à l'autre. La deuxième, c'est bien sûr l'accélération de la production. Et l'accélération de la production, c'est un petit peu pour le meilleur et pour le pire. Parce que pour le meilleur, c'est bien évidemment ce formidable foisonnement au niveau d'innovation. Mesdames les plus coquettes et messieurs les plus coquets, eh bien, vous pouvez tous aller choper ou aller faire du shopping dans votre magasin préféré tous les mois, si vous voulez, et à chaque fois, il y aura des nouvelles collections. Donc, on est vraiment dans cette accélération de la production pour le pire et pour le meilleur, avec aussi un engagement certain en matière d'obsolescence programmée qui fait que tout ça participe aussi de la société de consommation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, finalement, l'accélération, c'est aussi bien sûr celle des transports. Donc ça, ce sont les 3 leviers selon Hartmut Rosa, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que là encore, par rapport à ce phénomène social d'accélération, la question qui se pose, c'est vraiment la question de la déconnexion, de la question aussi de ce qu'il appelle la résonance, c'est-à-dire la présence, la philosophie du présent, qui rejoint aussi pour moi ce que j'avais évoqué tout à l'heure sur la question de l'ère de l'attention, de l'importance de l'attention, c'est-à-dire d'arriver aussi et d'être dans le moment présent. Alors, cette accélération, en fait, il est quand même intéressant de se poser, et moi je me la pose régulièrement, de savoir, mais à quoi sert cette accélération? Pourquoi sommes-nous comme ça dans cette accélération sociale effrénée? Et moi, il me semble que finalement, cette accélération, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs facettes, et elle a déjà une facette économique extrêmement liée à la finance. Parce que si on se repositionne enfin un petit peu dans le credo managérial d'accélération, en tout cas dans les grandes entreprises, je parle en particulier des entreprises multinationales, on voit que la recherche d'accélération, le fait d'avoir de plus en plus de choses à faire dans un moins en moins de temps, le fait d'être dans une course de productivité, d'excellence, etc., eh bien, est complètement lié à l'enjeu financier. Et donc, ce qui me semble quand même intéressant, c'est de poser aussi un petit pas de côté par rapport à cette accélération et se dire, finalement, si on regarde la masse des dollars échangés, et là j'étais sur 3200 milliards de dollars échangés à la vitesse de la lumière quotidiennement, finalement on se rend compte que 2 à 3% de ces échanges correspondent uniquement à des biens et des services. Et donc la question de l'accélération, c'est accélérer, ok, mais pour qui, pourquoi ? Et pourquoi sommes-nous finalement dans cette accélération? Alors, cette accélération, on la voit aujourd'hui, elle commence à se manifester à travers un certain nombre de signes dont le corps, l'esprit sont en train aussi de réagir à cette accélération. Donc, il y a bien sûr le burn-out que vous connaissez, c'est-à-dire pour les plus passionnés ou ceux qui n'arrivent pas à contrôler la passion de leur action, mais aussi les bore-out, ceux qui crèvent d'ennui quelque part et qui meurent de ne rien avoir à faire ou de faire toujours plus semblant
d'avoir des tâches à faire. Et donc, on voit bien que derrière cette question des risques psychosociaux, en fait, c'est aussi notre capacité ou pas à nous distancer. Et c'est là où je pense que les technologies de l'information et de la communication, là encore, sont un amplificateur. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont à la source, qui ne vont pas causer la dépendance ou la représentation qu'on se fait du temps, mais ils accélèrent, ils amplifient eux-mêmes ce phénomène. Et ça, finalement, c'est très important. Je pose également la question finalement du demain avec une réalité augmentée. Est-ce que finalement cette réalité augmentée qu'on nous imposera peut-être, est-ce que nous la voulons? Qui finalement décidera de cette augmentation? Est-ce que finalement nous ne sommes pas enclins à accepter une certaine forme de réalité augmentée sous prétexte que sinon on ne sera pas aussi compétitif? On voit bien que la question, si vous voulez, de l'accélération sociale aujourd'hui est un sujet majeur, et c'est ce que j'avais proposé à Céline comme base de discussion à notre atelier cet après-midi, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, cette question du rapport à l'accélération n'est pas engagée, n'est pas envisagée assez, selon moi, au niveau des territoires. Alors, heureusement, il y a des formes déjà de résistance, et la résistance la plus intéressante, c'est la résistance individuelle. C'est-à-dire que là, on change de registre, on n'est plus dans une accélération économique, mais on est dans une accélération, enfin, dans une réaction individuelle à l'accélération. Et cette étude qui a été publiée par le Forum des vies mobiles très récemment, qui a fait une étude de 12 000 répondants, donc c'est quand même pas rien, sur la France, Espagne, Allemagne, États-Unis, Turquie, Japon, montre qu'à 74% des gens qui ont répondu, ils estiment finalement que le rythme de vie dans la société actuelle est trop rapide, 80% en France, et que 78% d'entre eux souhaitent personnellement ralentir. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est qu'on voit qu'on est en train d'être face à différents types de représentations du temps et que notre aussi rythme biologique subit des conséquences. Ça a d'ailleurs été prouvé également par la sociologue Michèle Daubré, qui a fait, dans le cadre d'un programme de recherche Movida sur l'étude des nouveaux modes de vie durables, une étude et qui a fait remonter 4 types de typologies pour montrer que psychologiquement, si vous voulez, la personne en tant que telle vit différemment son rapport au temps, et que c'est vrai qu'il peut être difficile pour quelqu'un qui est plutôt dans carpe diem, à aimer profiter du moment présent, ou quelqu'un qui est au fil de l'eau, qui est plutôt tranquille, avoir des difficultés à travailler avec quelqu'un qui est plutôt Formule 1, individualiste, qui lui cherche à ne rien rater. Aime surfer, a du plaisir à ça, et on voit bien que la communication en des types de personnes qui ont différentes représentations du temps, peut être compliquée. Ce qu'on voit également, c'est que ce rapport à la représentation du temps diffère énormément selon son statut dans la vie, son action, son activité. On voit bien que si on est une personne âgée, souvent le temps paraît long, les journées sont plutôt ennuyeuses, et l'idée de se connecter par exemple à un programme, à un rendez-vous sur une chaîne classique de télévision permet justement de donner un espèce de rythme à sa journée. Donc on voit bien que l'accélération du temps, encore une fois, si on est quelqu'un qui ne travaille pas ou qui, pour des raisons physiques, ne peut pas se déplacer, ne peut pas être vraiment avec toutes ses dispositions physiques pour faire ce qu'elle a envie, bien évidemment, le rapport au temps peut être différent. Alors, moi, ce que je pose comme question, après avoir travaillé sur un livre il y a 3-4 ans qui s'appelait « Les voies de la résilience », c'est finalement cette proposition de prolonger le concept qu'avait défini Écologie de l'action par Edgar Morin. À l'époque, lui, quand il parlait d'écologie de l'action, il parlait plutôt de comment des grands événements dans la vie ou dans l'histoire ont pu être à un moment donné détournés par le feu de l'action. Pour moi, l'écologie de l'action, c'est plutôt vraiment arriver à inscrire son action dans une dynamique
finalement de respect de ces rythmes biologiques et de connexion avec la nature. Et c'est là où on voit vraiment le lien entre le numérique et l'écologie, c'est-à-dire comment les deux aussi peuvent s'enrichir les uns les autres plutôt que se diviser, et comment finalement on peut arriver à articuler différentes typologies. Et fort de ça, je pense qu'aujourd'hui, les territoires pourraient, et c'est une première proposition de questions en pâturage pour notre atelier, c'est-à-dire à l'échelle des territoires, finalement, quelle politique temporelle pourrait-on déployer? Est-ce que les politiques temporelles telles qu'elles ont été développées jusqu'alors s'emparent de ces questions? Et si oui, comment peuvent-elles le faire plus amont? Le deuxième levier, c'est sur la dimension spatiale, c'est-à-dire d'évolution spatiale. Ce qui est intéressant, c'est de voir véritablement une tendance, donc ça c'est plutôt une tendance prospective, du local à nouveau. Alors le local à nouveau, ce n'est pas le local tel qu'on a connu dans les années 1970, où on fuyait la grande ville pour aller s'installer à la campagne, voire être le plus loin possible de tous les signes civilisationnels. Là, l'idée, c'est vraiment le local global, c'est-à-dire le local connecté, justement vivre localement, mais tout en étant connecté, bien évidemment. Et donc ça, c'est vraiment la première tendance, c'est-à-dire vraiment cette tendance à la déglobalisation. On le voit, c'est extrêmement visible dans les grands groupes, surtout les grands groupes multinationaux qui ont passé leurs 30 dernières années à se concentrer, à se globaliser, avec un retour vraiment au marché. Qu'est-ce qui fait la singularité de mon marché? Qu'est-ce qui fait la singularité de ma stratégie marketing? Comment je peux réincarner mes marques, mes produits, mes services en étant beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe localement? La deuxième tendance, et c'est là où c'est vrai que pour moi la réforme territoriale que l'on connaît aujourd'hui en France est décalée dans le temps. Elle arrive soit trop tôt, soit trop tard, peut-être trop tard selon moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, qu'en est-il de cette décentralisation? Cette réforme territoriale, finalement, est-ce qu'elle amène à une réelle décentralisation ou au contraire, est-ce qu'elle nous interpelle pas plutôt dans une forme de recentralisation administrative? Et on le verra plus tard. Moi, ce qui me pose particulièrement de problème, c'est de voir, par exemple, sur les sujets d'économie collaborative, comment finalement ces sujets sont un petit peu orphelins, deviennent un petit peu orphelins, étant donné les enjeux de réforme territoriale, avec finalement des administrations qui sont très poussées par s'occuper de leur propre réorganisation et peut-être pas assez de ce qui se passe réellement sur les territoires. Des hommes et des lieux, on le voit, ce local, eh bien, il s'exprime à travers toutes les formes d'énergie créative, et Dieu sait ce qu'on en a en France. Bon, là, j'ai donné quelques exemples comme les ZEB, les entrepreneurs sociaux, les citoyens, les élus engagés, toutes ces énergies créatives qui aujourd'hui sont formidables. Les tribus aussi, les communautés, tout ce qui relève des coordinations, les tiers-lieux, ce que moi j'ai appelé les plateformes de reliance, c'est-à-dire peut-être ce qui fera la reliance entre les différents tiers-lieux et les différents lieux d'inspiration et d'expérimentation de demain. Et puis aussi un retour au local avec clairement une recherche au niveau alimentaire, comme de distribution, comme de sourcing, comme d'opération, de vraiment consommer localement, d'aller vers les circuits courts. Donc on voit que cette tendance, elle est très forte. Et du coup, je me dis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour des territoires qui, encore une fois, sont très en prise avec leurs réformes et leur centrage administratif. Et puis, les tendances du local global, eh bien, ça pose plusieurs questions au niveau territoire et à savoir que font les territoires dans tous ces domaines. Donc, la première question, bien évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est comment arriver finalement à tirer profit au niveau des territoires des nouvelles créations de richesses, à commencer par tout ce qui relève des plateformes numériques mondiales, on le sait, les Airbnb, les Uber, etc. La création de valeur, elle n'est pas sur le territoire. Donc la question, c'est comment le territoire se positionne sur ces questions. Et je crois que tout ce qui va vers ce type d'expérimentation est très intéressant. On le voit notamment, j'avais suivi ce qu'a fait la mairie de Paris au niveau du développement économique
pour essayer de trouver une juste position par rapport à la réglementation en matière d'Uber à Paris, mais ça a été le cas à Berlin, dans d'autres grandes villes. Donc ça, je pense que c'est vraiment des signes intéressants de la manière dont le local se positionne par rapport à cette création de richesse. Comment finalement arriver à accélérer les créations de richesse émergentes des territoires. Donc là, c'est quand même une problématique qui revient très souvent. On l'a entendu ce matin, et ça, c'est quelque chose où on a assez conscience. Mais l'idée, c'est comment on change d'échelle. Je crois que la question pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est comment on arrive à changer d'échelle. Comment aussi accroître les autosuffisances énergétiques et alimentaires. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour tous les prospectivistes comme moi qui travaillent sur des échelles à 20 ans, 30 ans, c'est la vraie question, la question de capacité alimentaire et d'autosuffisance. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est sur ça que l'Europe s'est construite. Il y a presque un siècle de ça, et on l'oublie très souvent aujourd'hui, alors que, bon, voilà, il y a le Brexit, etc. Il y a tout un focus de local, justement, on le voit, de retour à un local, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que le projet européen s'est construit justement sur ce souhait d'être pouvoir progresser en termes d'autosuffisance alimentaire. Et puis une autre question aussi pour les territoires, c'est le bien-être comme levier de développement. On l'a entendu ce matin, c'était aussi très intéressant cette intervention de votre vice-présidente de la métropole Grand Lyon. C'est aussi la problématique à la région Île-de-France. Moi, je viens de finir une étude sur cette question, et la question du bien-être, elle est capitale, parce qu'aujourd'hui, les gens quittent les grandes villes. Ils quittent les grandes villes, pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à respirer, à circuler, etc. Donc voilà un certain nombre de tendances du local global, avec peut-être, pour finir, si je suis dans les temps, oui, ça va, une proposition d'hypothèse du blocage, c'est-à-dire une proposition d'hypothèse en fait de ce que j'ai appelé le syndrome français, où je me dis que peut-être dans ces hypothèses d'analyse, il y a peut-être aussi des solutions aussi pour avancer et puis pour réellement se réinventer. Donc, moi je dis souvent finalement, on est une population, et d'où je parle aussi, peut-être je dis d'où je parle parce que je suis française, mais je suis arrivée, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger et vécu à l'étranger, et je ne suis arrivée qu'en 2000 à l'étranger, en France, pardon, et donc c'est vrai que j'ai toujours un petit peu ce sentiment de pouvoir aussi comparer par rapport à d'autres pays européens, voire par rapport au monde. Et c'est vrai que les Français sont souvent, et on le voit dans l'analyse des systèmes de valeurs, très faibles en termes d'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un pays qui semble ne pas avoir confiance en lui. En tout cas, c'est ce qui vaut un certain nombre de représentants politiques, justement, à essayer de redynamiser cette estime de soi. Mais moi, je me demande si, en fait, la question, finalement, de l'estime de soi, c'est finalement pas plutôt un manque de respect de l'autre, c'est-à-dire de complètement intégrer cette dimension de l'autre, de la différence, de l'altérité. Moi est un autre, je suis assez étonnée de voir à quel point quand même un bon nombre de Français restent dans une posture finalement très sceptique, avec un peu des stratégies d'évitement, comme ne se sentant pas concernés finalement. C'est-à-dire très souvent, on se remet à l'autre, on se remet au président de la République ou au président de l'entreprise ou au président de l'agglo, etc. C'est toujours l'autre finalement qui doit porter sa responsabilité, alors qu'on le sait aujourd'hui, les citoyens, quels qu'ils soient, sont un formidable levier de transition, de transformation, d'engagement, etc. L'autre élément peut-être d'analyse, c'est le fait que certes, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas qu'une crise financière, il n'y a pas qu'une crise économique, il n'y a pas qu'une crise écologique. Tout ça participe d'une polycrise, d'une crise systémique. Mais finalement, la question de la crise pourrait être aussi une opportunité. Donc pour moi, la question, elle n'est pas tellement la question de la crise, elle est question de la vision d'après, c'est-à-dire de la vision commune et de ce souhait finalement de se dire, OK, on a des enjeux écologiques, on a des enjeux numériques, on a des enjeux d'égalité, on a des enjeux de cohésion sociale, mais peut-être construisons ensemble une vision commune où on a envie d'aller ensemble. Et donc c'est ce que j'appelle le nous partagé. En fait, je trouve qu'on manque de désir commun au sens vraiment émotionnel du terme.
Voilà. Et puis également, et j'en resterai là peut-être pour cette proposition en pâture, hein, donc je donne à discuter bien évidemment, c'est l'idée que finalement je trouve que dans cette réforme, dans ces territoires qui se réinventent, énergétiquement, et je peux le dire parce que je suis neutre quelque part, je suis une chercheuse prospectiviste, je sens des administrations et des entreprises et des gens extrêmement absorbés par leur quotidien, par leur réorganisation, par faire sens de la nouvelle réglementation, alors qu'on sait que parfois ça ne fait aucun sens, arriver à finalement se focaliser sur des choses qui énergétiquement sont lourdes, tirent vers le bas les gens, énergétiquement, les collaborateurs, ne sont pas fédératrices de motivation en interne et alors encore moins en externe, c'est-à-dire vis-à-vis des citoyens qu'on doit servir. Et moi, je me dis, on a quand même la chance d'avoir une mission, la mission de service public, qui est une mission extrêmement sophistiquée, qu'on pourrait réinventer. Et donc, ma proposition, c'est peut-être plus de se focaliser sur la réinvention de la mission de service public. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux, différemment, autrement pour demain, plutôt que de se focaliser sur sa transformation administrative. Voilà, merci. Alors pour le coup, le pas de côté, il est fait. Hein. Merci beaucoup. Installez-vous. Alors, on a abordé effectivement nos questions qu'on avait en préalable, mais alors effectivement complètement sur un prisme différent. Est-ce qu'il y a déjà des réactions spontanées dans le tour de table? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, des choses qui vous parlent? Est-ce que l'un ou l'autre, David, je te vois... oui, n'hésite pas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais réagir sur les trois interventions parce qu'elles ont été globalement très très bonnes. C'est vrai que je tiens à saluer la qualité de vos interventions. La première, je vais prendre ma casquette de maire puisque vous avez évoqué la commune nouvelle. Et moi, j'ai souhaité faire une commune nouvelle avec mes voisins. Donc, j'en suis pas à l'initiative, je tiens à le préciser. Et donc, on a travaillé sur effectivement le regroupement de nos trois collectivités. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le facteur humain qui n'est pas forcément pris en compte et on est sur un aspect irrationnel des choses. Sur le papier, tout était positif, tout était intéressant financièrement, nos populations se ressemblent. Sociologiquement, c'était quasiment les mêmes communes. Mais par contre, les conseils municipaux, nos conseils municipaux, alors qu'il y avait pourtant une volonté des maires, n'ont pas adhéré au projet. Au départ, oui, mais au fil du temps, ça s'est un petit peu délité. Et puis, on a joué l'esprit de clocher et autres, qui a encore un très fort pouvoir de résistance en France. Hein, donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Et donc, avec le recul, on pense qu'effectivement, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour nos communes, que c'est peut-être effectivement un premier pas vers un futur regroupement, même si on était déterminé à y aller. Mais voilà, c'est un constat qu'on fait, c'est que y a parfois des conflits générationnels aussi par rapport à ça, où les gens tiennent à leur village, à leur commune, et ont toujours peur d'être absorbés, parce que pour eux, il y a toujours la notion d'être mangé par quelqu'un d'autre. Mon voisin a parlé d'intelligence. Et c'est vrai que je dirais l'une des premières clés pour réussir le changement de son territoire, l'aménagement de son territoire, excusez-moi de le dire, mais c'est d'avoir des élus intelligents. Parce que si vous avez des élus qui sont bêtes à manger du foin, vous ne parviendrez absolument à rien. Non. Mais moi, je le dis, et je le dis d'autant plus facilement qu'en ce qui concerne notre territoire, je salue l'intervention, entre guillemets, des anciens, puisque fin des années 90, ils ont anticipé l'arrivée de la fibre optique. Donc fin des années 90, il y a très peu d'élus qui l'avaient anticipé. Tout le monde en parlait plus ou moins parce qu'on parlait beaucoup d'ADSL à l'époque. Mais personne ne souhaitait le faire. Et nous, on a eu des élus qui sont allés au front, ont voulu développer le territoire de la Rajoie en déployant de la fibre optique à destination des entreprises. Ça leur a coûté un bras à l'époque parce que ni la région, ni les départements, et ni même l'État ne souhaitaient les accompagner à l'époque. C'était peut-être trop précurseur, mais ils avaient été à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se passait. Parce qu'on s'enrichit toujours, c'est là où je vous rejoins, on s'enrichit toujours de l'expérience des autres. Ils avaient été voir quelques pays nordiques pour voir un petit peu leur développement numérique.
et ils étaient revenus complètement convaincus. Ils se sont heurtés au sein de leur conseil communautaire à certains élus qui, eux, disaient non, il faut plutôt investir dans de la voirie ou dans des bâtiments, parce que ça se voit, c'est du concret, mais le numérique, ça ne parle pas forcément aux gens. Ils ont maintenu leur cap et ils ont déployé donc la fibre optique dans l'Arageois. On l'a inauguré en 2004 à destination des entreprises. Aujourd'hui, nous, on en tire un petit peu, les lauriers, parce que moi, j'ai été élu en 2008, donc après, les premiers coups de feu, on va dire. Et à l'heure actuelle, sur le territoire de l'Arageois, on a des entreprises comme Orchestra qui ont créé 500 emplois sur notre territoire. On a le laboratoire de fractionnement biologique qui se délocalise de Lille pour venir chez nous, qui crée 300 emplois. On a aussi Bouygues Énergie Service qui, pour le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France, a choisi Arras comme site. Donc derrière, vous avez une centaine d'emplois sur Arras qui vont être créés et plus de 1000 au niveau du territoire national. Donc tout cela a été possible parce qu'à un moment donné, il y a des élus qui se sont dit on va y aller, et puis s'il y a des résistances, on va aller au-delà de ces résistances. Donc moi, j'ai aucun mal à les citer parce que c'était Jean-Marie Van Lerenberg, le sénateur maire d'Arras, et Pierre Berquez, le maire d'Annie, qui à l'époque, effectivement, se sont battus pour imposer leur point de vue sur le numérique. L'autre point, donc c'est pour ça qu'en termes d'aménagement et d'égalité du territoire, ils étaient effectivement précurseurs en la matière, puisqu'ils souhaitaient qu'il n'y ait pas de fracture entre le rural, puisque la communauté urbaine d'Arras, vous avez, je dirais, une dizaine de communes urbaines et suburbaines, et après, c'est que des communes rurales. Et on s'est battu dès le départ pour qu'il y ait une équité territoriale en matière d'aménagement du numérique. C'est pour ça qu'on a lancé des opérations de montant en débit, alors que tout le monde nous disait il est urgent d'attendre, attendez, le privé va s'en occuper. On n'a jamais écouté qui que ce soit dans ce domaine-là, et on a déployé des opérations de montant en débit, des opérations de montée en débit par la radio. Enfin bref, on a vraiment déployé plusieurs technologies pour permettre à tout un chacun sur notre territoire de pouvoir en bénéficier. Après, sur la réflexion, je termine, je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai ce que vous dites, capter l'attention, c'est effectivement ce qui est important. Les phénomènes d'accélération également, puisqu'en fait on a souvent un décrochage, et on le voit, on a des personnes qui sont complètement décrochées par les nouvelles technologies. Ça va toujours très très vite, et à un moment donné il y a un lâcher prise. Il y a des gens qui disent non, moi cette course au surarmement, la course poursuite permanente, je n'y adhère pas, et je lâche du lest, et voilà, je suis en situation un petit peu de décalage par rapport à cette avancée qui est faite, parfois par les territoires, à travers les collectivités territoriales qui souhaitent donner une impulsion rapide, à travers le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus effectivement exigeant en termes de réactivité. Et tout cela, il faut en tenir compte parce qu'on a des concitoyens qui sont parfois complètement, eux, déconnectés de la situation, et il faut y être très très vigilant. C'est pour ça qu'un territoire se construit pas à pas, et ce que vous dites est important. Il faut d'abord retrouver confiance en soi, retrouver de l'estime de soi, parce que c'est ce qui nous manque. Et moi, j'ai vu récemment un jeune qui était dans une émission de télévision, qui avait lancé sa start-up qui s'appelle Bob Job. Je pense que certains en ont entendu parler. Où en fait, c'est un moteur de recherche d'emploi qui se fait en fonction de votre profil, mais un profil beaucoup plus global qui prend en compte la psychologie de la personne, son expérience personnelle. Parce que pendant des années, moi quand j'étais jeune collégien, on nous orientait vers des filières entre guillemets dites intellectuelles, et on dévalorisait par exemple tous les emplois, toutes les formations manuelles. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une énorme difficulté à trouver, je dirais, des personnels dans le milieu manuel. On avait récemment un chef d'entreprise de l'Arageois, qui est un centre de formation, qui me disait « Je ne trouve plus actuellement de chauffeurs poids lourds parce qu'il n'y a pas assez de formation et on est obligé d'ouvrir des écoles de formation pour les poids lourds. » De même, pour les peintres en bâtiment, on a ce décalage. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire des métiers manuels. Et beaucoup s'orientent, beaucoup sont parfois un peu attirés par le miroir aux alouettes que peuvent être le web, parce que le web c'est un miroir entre guillemets qui vous renvoie des images très très positives. Quand vous discutez avec des jeunes, ils aimeraient être youtubeurs, ils aimeraient faire des métiers qui peuvent leur apporter beaucoup d'argent. Mais dans les faits, il faut effectivement mesurer tout ça et être beaucoup plus pondéré. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais monopoliser la parole. Tu auras le droit de reparler plus tard même, si tu veux. Mais ce serait bien effectivement qu'à chaud, on ait encore quelques réactions. Alors,
Hervé, Alors, de une ton petite côté. réaction, parce que j'ai rencontré Karine à Bordeaux, en fait, je ne sais pas si elle se souvient, et suite à sa conférence, j'avais eu comme un vertige. Alors je me suis dit, bon, c'est certainement parce que j'avais un peu abusé du buffet, donc là j'ai fait attention tout à l'heure, et j'ai un peu le même sentiment, le même vertige, donc je commence à me dire que c'est pas le buffet, mais effectivement on est là pour parler numérique, territoire, transformation de nos administrations, etc. Et elle nous parle, alors j'ai pris 2-3 notes quand même, bien-être, on porte l'égalité des territoires, etc. Et là on se dit, ouais, est-ce qu'on s'est pas trompé d'endroit en fait? Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Donc il y a forcément une mise en perspective qui est vraiment un vertige, mais qui doit nous faire du bien. Alors j'aurais énormément de choses à dire sur énormément de points qui sont, je trouve, extrêmement intéressants. Juste peut-être pour rebondir sur 2 éléments. Le premier sur le rapport entre le numérique et le présentiel, qui me semble être un point qui est important, sur lequel en plus on en fait vraiment un fer de lance à la métropole de Lyon, pour dire qu'on ne doit pas avoir d'un côté un monde physique avec du relationnel, des guichets, des services délivrés en proximité, etc. Puis à côté de ça, un monde complètement virtuel qui est sur le téléphone, mais que toute la richesse qu'on doit arriver à créer est vraiment liée, doit être vraiment lié ces deux mondes-là. Donc là, je pense que c'est vraiment une réflexion qui est intéressante, qui nous pousse, nous, notamment, sur l'agglomération, à réfléchir à des notions de quartier intelligent. Comment est-ce qu'on arrive à faire atterrir le numérique sur le territoire? Comment est-ce qu'on arrive à aménager le territoire avec des équipements numériques? Donc d'avoir vraiment une vision un peu globale. Donc première réaction par rapport à ça. Et puis la deuxième, qui est sur cette question de bien-être, qui est vraiment un sujet qui est compliqué, alors qui nous interpelle, nous, au sein des collectivités, déjà au sein des équipes, et sur la transformation, on parlait du droit à la déconnexion. Donc c'est vraiment un sujet sur comment est-ce qu'on arrive à accompagner l'usage du numérique. Jusqu'à présent, on ne s'est pas beaucoup posé la question, hein. Le DSI que je suis donne des téléphones, de la messagerie et tout. Si les gens ils veulent répondre à 2h du matin, c'est pas notre souci, quoi. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point il faut qu'on aille, que ce soit au sein des organisations ou dans le lien avec l'ensemble des usagers, il faut qu'on dépasse complètement cette problématique technologique, aménagement du territoire, etc. et qu'on se préoccupe vraiment de la question des usages. Et quand on pose la question des usages, tel que c'est aussi un peu intimé par la loi pour une république numérique, la question n'est pas tant de dire quel nouveau service on va développer ou quel projet on va conduire, elle est vraiment d'avoir une réflexion en quoi le numérique change la relation à l'usager, en quoi le numérique change la relation entre l'usager et l'action publique, en quoi ça change la manière de co-construire, la manière de partager un certain nombre de choses, en quoi ça change la relation sociale qu'on peut avoir, etc. Donc je pense que c'est vraiment ces questions qu'il faut avoir en tête. Et en lien, pour rebondir sur l'intervention de Marc Lager au début, en quoi on se doit d'éviter des ruptures auxquelles on fait face aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la recherche d'emploi a été dématérialisée, du coup, il y a de nombreuses personnes qui en sont exclues, ce qui est un comble. Donc comment est-ce qu'on fait pour, dans cette transformation sociologique, arriver à se réapproprier une manière de vivre en ville, une manière de vivre ensemble qui est différente? Merci de ces points. David Bensadoun, quelle réaction, et peut-être plus précisément sur ce retour du local, parce que c'est une tension, hein, quand même. Alors je vous fais réagir là-dessus, mais peut-être vous aviez envie de réagir sur autre chose. Sentez-vous libre de réagir sur ce que vous voulez. Moi, j'avais quand même cette question-là, parce qu'on a pendant longtemps pensé qu'effectivement, voilà, on allait tous se recentrer, tous au même endroit, etc. Les grandes mégalopoles, hein, allaient être l'avenir forcément. Et là, ce retour au local dont nous parle Karine, effectivement, on nous parle, puisqu'on voit des envies de circuits courts, des envies de reconsommer en proximité, des envies d'avoir de nouveau la capacité d'alimenter le centre-ville à côté de chez nous, dans la commune, plutôt que des grands centres commerciaux déshumanisés. Pour des communes qui sont des communes plus petites, même si elles sont nombreuses, comment vous ressentez-vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que ça vous parle dans cette interpellation-là? Est-ce que vous dites, tiens, il y a une opportunité là de rejouer une partie à notre manière? Je vais commencer par une remarque. Alors, je ne sais pas si c'était un sentiment de vertige en entendant l'intervention de Karine, mais ou si c'était simplement parce que je me suis senti piqué au vif quand elle dénonçait des collectivités préoccupées par leur propre réorganisation et pas par leur mission de service public. Et je me suis dit, quand même,
c'est pas possible qu'on puisse imaginer quelque chose comme ça. Alors j'étais rassuré après en entendant les deux réactions des grands témoins, parce que ça montre bien qu'il y a dans les collectivités des gens qui se préoccupent de la mission de service public. Alors c'est sûr qu'on est tous soucieux de la bonne organisation. C'est peut-être aussi, est-ce que c'est pas aussi une force de l'administration française, être capable d'organiser ou de s'organiser dans un objectif particulier. Et après, il y a effectivement cette double question de l'espace et du local, et puis la question du temps. Juste réagir sur la question du temps, puis après je dirais 2 mots sur la question de l'espace. Sur la question du temps, en écoutant votre intervention, je me suis dit c'est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi la question sur le temps qu'on passe à penser à se réorganiser. Il faut que ça nous questionne. Mais sur la question sur le temps, je me rendais compte qu'en vous écoutant, que j'ai passé énormément de temps dans ma collectivité à travailler sur le temps des services, parce qu'on a des services qui fonctionnent 7 jours sur 7, on a des services qui fonctionnent 365 jours par an, parce que il nous arrive de nous questionner sur nos temps d'ouverture à la population. On a retravaillé sur le temps de travail des agents, etc. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on se posait la question, non pas seulement du temps et de l'organisation, mais aussi de l'efficacité du service. Et c'est la question qui nous est posée. Alors, y compris sur la question de cette relation au local. En rappelant tout à l'heure le fait que les réformes de 2010 et 2015 ont eu, à cette date-là, à peu près le même effet en diminution du nombre de communes que les lois Marcellin. Et qu'on a eu un effet de diminution du nombre de communes, comme on l'a là avec des communes nouvelles. Mais la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière, alors qu'on sait pertinemment qu'un des éléments forts, au-delà de l'aspect humain, par exemple la difficulté humaine du sentiment d'appartenance à un clocher, à une commune, de toutes ces questions-là, se pose aussi la question de cette force présentielle que représentent les milliers et milliers d'élus locaux qui sont au quotidien et qui travaillent au quotidien. Et voilà, cette question-là se pose derrière la question du rapport à la proximité. Et c'est peut-être un des freins, c'est peut-être celui-là. Alors c'est vrai qu'on dépassera difficilement ce frein-là si on ne se préoccupe pas fortement de la bonne réorganisation et de la manière dont le législateur va accompagner la bonne réorganisation, tant sur le plan administratif que sur le plan financier. Il y a peut-être effectivement une façon de dépasser ça. Alors, l'invitation de Madame de Karine Darteguero, Karine, voilà. Maintenant on se connaît bien, on ne peut pas s'appeler par son prénom. C'est effectivement de ne pas oublier le sens de ces réformes. Est-ce qu'effectivement demain des collectivités recomposées, est-ce que la disparition des départements par exemple permettrait d'imaginer, est-ce qu'on perdrait de la relation de proximité entre les citoyens et les administrations? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'au contraire on gagnerait à avoir des communes ou des intercommunalités peut-être redimensionnées et avec des régions organisatrices de schémas d'aménagement? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Voilà. Est-ce que aussi, peut-être, malgré peut-être un chamboulement permanent, une manière de résister, alors c'est peut-être moi qui interprète encore autrement les propos, est-ce qu'une manière de résister, c'est pas effectivement de se dire finalement, ok, il y a ces réorganisations, ces transformations, est-ce que je m'en saisis comme une opportunité pour refaire projet ensemble? Moi, j'ai un peu entendu ça dans la proposition de Karine aussi. C'est effectivement plutôt positif, c'est-à-dire, ok, il y a cette grosse force en marche, et elle est avec nous, la technologie est là, la transformation organisationnelle et la transformation du travail, etc., sont des éléments bloquants, des éléments difficiles. Est-ce que pour y résister, il n'est pas question de se dire à chaque fois, mais au fond, quel est l'objectif, quelle est ma finalité,
Et le point commun que vous avez tous autour de la table, c'est effectivement ce que disait Karine, le service public. Donc nous, on a vu sur certains moments, dans des groupes de travail, mais vous l'avez peut-être essayé les uns et les autres, on parle du design de service, on parle de tout ça. Finalement, ça permet de faire un peu cet exercice-là, je trouve. C'est-à-dire que quand on se met tout autour de la table, comment on va mieux rendre service à l'usager, on dit oui, mais moi, mes compétences, c'est ça, moi, les miennes, c'est ça, et moi, je sais faire ci, etc., etc. C'est très compliqué comme puzzle. Et quand on se dit, finalement, si j'étais l'usager, qu'est-ce que je voudrais ? Alors, on veut que ce soit fluide, on veut que ça soit transparent, on ne veut pas savoir qui fait le service éventuellement, on veut que ce soit rapide, mais il y a des choses qu'on veut 24 heures sur 24, comme vous le disiez, et c'est une vraie difficulté d'organisation, mais il y a d'autres choses où quand on est citoyen, on veut l'avoir en parlant avec quelqu'un, en ayant une vraie discussion, et ça peut prendre du temps, on peut accepter de passer un quart d'heure et se déplacer et prendre une demi-journée de temps de travail si la relation qu'on a avec l'agent de la collectivité va être une vraie solution à un problème complexe, parce que lui, il va savoir invoquer toute son intelligence pour trouver la solution à la problématique qu'on a. Donc c'est peut-être aussi ça, peut-être que j'extrapole un peu, mais il me semble qu'on est peut-être dans cette idée-là aussi. C'est-à-dire que finalement, on est tellement bousculé tout le temps par des contraintes externes qu'il est peut-être important de se recentrer sur le fond du sujet et pour le remettre devant. Ce qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas forcément la priorité institutionnelle. Et ce n'est pas forcément la priorité du rythme qui nous est imposé. Mais moi, j'ai un peu compris votre interpellation comme ça. Est-ce que... Oui, parce que du coup, j'ai zappé la dernière conclusion, mais en fait, je suis prospectiviste, donc en fait, vous me permettez comme ça, par rapport à votre question, d'aboutir un peu sur comment on se sort de tout ça. Et c'est vrai que la prospective, c'est regarder loin. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut, c'est un petit peu, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on est dans ce foisonnement, cette réorganisation, cette réforme, cette accélération, tout ça, etc. Mais je crois qu'en pointant aussi avec des horizons long terme, on arrive à d'autres solutions. Et c'était ça un peu le sens de mon message, c'est-à-dire se dire qu'il y a des domaines sur lesquels il faut accélérer, parce que je crois que l'accélération, elle n'est peut-être pas assez forte justement dans certains endroits où on l'attend, comme les administrations publiques, dans certains domaines, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est pas de pointer l'horizon loin terme pour ne rien faire à court terme. Au contraire, c'est vraiment gérer, intégrer même à sa politique les différentes temporalités, que ce soit du court terme, moyen, long terme. Mais le long terme, je crois que plus que jamais aujourd'hui, peut donner du souffle, donner de la respiration et peut-être énergétiquement, parce que j'ai parlé d'énergie quand je parlais de la réorganisation, c'est-à-dire aussi donner un souffle un peu différent à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Voilà, c'était ça. Oui, très rapidement, parce que j'ai le sentiment que vous avez eu des interventions un petit peu aux deux extrêmes. David, j'ai été très intéressé par la façon dont vous avez presque évité la question du numérique. Et je trouvais ça intéressant parce que, en fait, vous parlez de l'État derrière, c'est-à-dire de la relation aux citoyens, du service, des grands équilibres. Vous n'avez pas parlé de plateforme, vous n'avez pas parlé de très haut débit, vous n'avez pas, à mon avis, très peu. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que le numérique doit finalement reposer la question du collectif, du vivre ensemble, etc. Et on se focalise trop sur les questions techniques. Et si je reviens sur ce que vous avez dit, Karine, non, je ne peux pas revenir sur tout parce que c'était très dense, mais je retiendrai un point qui est celui des lieux. Pourquoi ? Parce que effectivement, le numérique efface la distance, mais il ne peut pas l'effacer totalement. Et on s'aperçoit que cette volonté de continuer de vivre ensemble, elle prend forme au travers de ces nouveaux lieux. Alors, je vais être un tout petit peu provocateur. Mais les lieux de culte français sont un petit peu désertés depuis quelque temps. L'école, qui est un haut lieu de la culture collective, a un petit peu de mal. Elle est mal comprise. On a beaucoup d'échecs scolaires, etc. La mairie, ou même le département, ou la région, ou l'État, ils se heurtent à l'abstention. Et le tiers-lieu,
le Fab Lab, l'espace public numérique, il a un succès phénoménal. 1200 structures ont été recensées par les différentes bases, néo-nomades comme les autres, sans qu'on ait versé un sou de subvention publique, je caricature, mais à peine, parce qu'il y a une dynamique et les gens veulent se retrouver autour de ce qui constitue leur avenir et l'avenir de la res publica, c'est-à-dire la façon de vivre ensemble. Voilà, donc je voulais souligner ces deux aspects, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie dans une politique publique du numérique de se poser la question des lieux. Le très haut débit, oui, les services, oui, les lieux, surtout. Parce que chaque individu peut s'y retrouver avec d'autres, de se réinventer des solutions. Et je terminerai par là. Le défi, finalement, c'est d'arriver à faire en sorte que des individus très différents les uns des autres puissent inventer dans les lieux des solutions très différenciées les unes des autres, mais qu'en même temps, l'État garantisse qu'il y ait on va dire des règles, des lois, des standards ou des langages finalement qui permettent d'unifier cette démarche. La France s'est faite autour de la pratique généralisée du français, de l'usage d'une monnaie unique, de règles, de mesures uniques, etc. Là, autour du numérique, on a vraiment toujours cet enjeu, on va dire, de la communauté. Alors, elle peut être régionale, elle peut être nationale, elle peut être européenne, elle peut être mondiale, mais on a l'enjeu de la communauté, clairement. Et la communauté locale, ce que vous parlez évidemment du point de vue de l'État, le local quand même, cette intercommunalité, cet échelon local qui est organisé, qui est fort, qui a une capacité d'agir, on l'a vu, vous savez déployer des réseaux, vous savez mettre en place l'infrastructure qu'il faut, vous avez les équipes solides bien en place pour ça. Est-ce que c'est pas aussi cette relocalisation, c'est aussi, nous évidemment, hein, avec la République des territoires intelligents, on commence à donner des éléments de réponse de notre point de vue. On pense qu'effectivement, l'échelon local a tout son rôle à porter dans cette affaire, en écho avec évidemment l'échelon national, en écho avec le citoyen. Mais je pense qu'effectivement, cette intercommunalité dont vous parlez, David, elle porte aussi... Enfin, l'intercommunalité, les regroupements territoriaux, ils portent l'action au quotidien, en proximité des usagers. Et c'est peut-être dans ce local-là aussi cette prise de responsabilité et peut-être à l'invitation de Karine, une invitation à y aller encore peut-être un peu plus que ça n'est déjà le cas aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est en cours, hein, très clairement, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un peu le mouvement qui est, quand vous discutez au niveau de la DGCF notamment, est-ce que ça fait partie des choses que vous sentez arriver? Alors oui, fondamentalement, il y a un rôle à jouer dans les intercommunalités, pour les intercommunalités, sur ces questions de relations aux citoyens, etc. Alors je suis content qu'on ait remarqué que finalement je ne parlais pas beaucoup de numérique, d'abord parce que je ne suis pas un expert du numérique, et puis peut-être que c'est d'abord ça. Ensuite, au sein de la DGCF, j'essaye de porter un message en disant que probablement que sur les débats fondamentaux qu'on a de l'organisation du service public vis-à-vis des citoyens, le numérique peut peut-être nous aider, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et qu'on essaye de travailler avec les interconnectés à essayer de réfléchir là-dessus. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un risque de voir se développer des projets numériques assez ambitieux sur des métropoles qui s'organisent, parce qu'en fait les réformes ont fait émerger sur le territoire français un certain nombre de métropoles, avec des métropoles très particulières. Hein. La métropole de Lyon qui, non seulement a ce statut de particulier de métropole, mais en plus détient les compétences du département, d'une partie du département du Rhône. Donc voilà, donc on a des territoires qui sont en capacité effectivement de mobiliser une énergie, une ingénierie qui permet de mettre en œuvre des projets dont je suis persuadé qu'on ne perd pas le sens en cours de route, même si ça nécessite des organisations complexes, etc. Et puis on a sur le territoire des intercommunalités qui sont de tailles complètement diverses et où des territoires on conserve le sens du travail, mais où il y a une nécessité en termes d'aménagement du territoire à travailler au développement du numérique sur l'ensemble des territoires français. Je reste assez persuadé, moi, alors parce que je suis sur un territoire de montagne, enfin que ça reste une communauté de communes assez importante, parce qu'il y a
pour un territoire de montagne, on a presque un peu moins de 50 000 habitants en permanent. Donc en période de saison, ça fait beaucoup plus. Donc on se retrouve sur des territoires finalement assez denses en termes de population. Mais on sait qu'effectivement, c'est sur des territoires relativement vastes où on doit pouvoir s'organiser, trouver l'ingénierie pour pouvoir développer du sens. L'autre chose, c'est que sur ces questions de lieu ou d'espace et de relation avec l'usager, je ne suis pas certain, si vous voulez, que la taille de la collectivité suffise à dire qu'on a perdu ou pas de la proximité. Je suis persuadé que la métropole de Lyon doit être en capacité de travailler la proximité avec les usagers sur un certain nombre de services. C'est encore une fois cette question de répartition des compétences et de sens qu'on va donner. C'est ce que l'agglomération d'Annecy est en train de faire. Elle est en train de redistribuer les compétences entre ce que porte l'agglomération et les communes. Et c'est ce qui va permettre aussi de redéfinir en fait le sens de la relation aux usagers. C'est-à-dire que l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que les communes dans l'agglomération d'Annecy récupèrent la gestion de l'ensemble des équipements sportifs. Donc nouvelles relations avec les usagers, les clubs de sport, etc. Dans cette relation-là. Et puis l'agglomération prend d'autres compétences. Donc voilà, je vais sortir un gros mot de l'organisation des collectivités locales. C'est la recherche de cette subsidiarité, c'est-à-dire en fait du bon échelon qui va nous permettre de travailler non pas la proximité au sens simple, mais les proximités avec les usagers. Il y avait un élément qui m'avait marqué dans votre présentation. Vous avez montré l'évolution du nombre de kilomètres que chacun fait par jour dans le temps. En fait, dans les années 50, si je me rappelle bien, 5 kilomètres par jour. Et puis aujourd'hui, on est plutôt à 45 kilomètres par jour. Et l'élu d'intercommunalité disait tout à l'heure qu'il faut probablement des élus intelligents pour faire avancer un territoire, mais il faut aussi des élus en capacité de s'ouvrir à la perception qu'ont les citoyens de ce qu'est leur territoire et de ce qu'est leur bassin de vie. Parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a un vrai décalage entre l'élu local et la perception qu'a le citoyen lambda. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est votre sentiment aussi, mais c'est... Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des envies de réagir par rapport à ce qui a été dit ? L'idée qu'on élargisse un petit peu le périmètre. Alors, je me déplace. La règle, c'est vous vous levez et vous vous présentez. Je suis obligé de me lever. Donc, Luc Arbib, je travaille moi à la mairie de Lyon. Ça va être une intervention un peu plus personnelle concernant l'intervention de la prospective, donc de Karine. Vous n'avez pas du tout employé le mot de croissance. Et pourtant, on va faire comme s'il n'y avait pas bientôt des élections, mais pendant la plupart du temps, on va nous rabattre sur la croissance qui va revenir, les croissances fortes, le mythe de la croissance infinie. Est-ce que ça veut dire que vous avez intégré que la croissance ne reviendrait pas, comme certains économistes parlent de croissance molle inférieure à 1,5%, ou est-ce que volontairement c'est un sujet que vous n'avez pas voulu aborder ? Les deux, mon capitaine. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je préfère parler de prospérité, clairement, mais ça, c'est vrai que ça fait pas l'objet de mon intervention aujourd'hui pour des raisons très précises. Mais à la fois, j'ai pas non plus cherché à éviter la question de la croissance. Pour moi, c'est vraiment la question plutôt de la prospérité du territoire. Voilà. Et qui, sur le fond, est la vraie question. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est le bien-être. Et on n'est pas encore... alors, je ne sais plus si c'était pas ce matin où on parlait, Monsieur Derasme, de votre collègue du Grand Lyon, là, de l'Open Innovation, parlait parmi les deux leviers pour lui du futur, c'était le leadership en intelligence collective et aussi les monnaies complémentaires, enfin les monnaies alternatives, dans le sens où des nouveaux indicateurs qui puissent aussi mettre en valeur, si vous voulez, des richesses qui ne sont pas valorisées à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans cette question, mais voilà ma pensée profonde. D'autres questions, réactions ? Oui, je me permets de rajouter un tout petit mot parce que clairement, malheureusement, le numérique va être vecteur de croissance sur un certain nombre d'activités, mais vecteur de suppression d'emplois dans d'autres domaines. Donc, il est temps
et ça fait quand même peut-être un demi-siècle qu'on se pose la question, de revoir nos concepts, et la question de la prospérité est bienvenue. Enfin, on a longtemps parlé de développement durable, de développement intégré, de développement solidaire, etc. Mais comment on réorganise un petit peu les choses autrement qu'autour d'un simple objectif qui consiste à produire plus dans des conditions parfois douteuses. Bonjour, donc fondateur de la Ville Intelligente Citoyenne, une association. Vous dites que le numérique va aussi... des emplois vont disparaître. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça va être une transformation de nos anciens métiers vers des nouveaux métiers. Et je pense plus à une transformation en fait que tout simplement à une disparition des métiers. Et au contraire, je pense que c'est un vecteur pour le développement économique. Mais après... On peut là aussi répondre à plusieurs voix. Je vais vous passer le micro dès que j'aurai répondu. Vous avez raison, il y a une transformation. Donc il y a une espèce de retournement de l'organisation, des équilibres. Que se passe-t-il dans un retournement ? Certains acteurs y trouvent leur compte et peuvent se développer, et d'autres, au contraire, se retrouvent sur le côté du chemin. Ils n'ont pas su saisir les opportunités. Ces inégalités, elles vont se poser aussi bien sur des questions de métiers, et aujourd'hui, les métiers intermédiaires où on manipule de l'information dans la banque, dans le transport, dans l'assurance, etc., sont très menacés parce que l'ordinateur va pouvoir facilement remplacer les agents dans ces métiers-là. Ça n'est pas le cas lorsqu'il faut être créatif, lorsqu'il faut manipuler de la matière ou de l'énergie. Mais on a un certain nombre de métiers où il y a des dangers, et puis un certain nombre de territoires aussi où on ne se pose pas correctement la question de l'avenir numérique, où on n'associe pas les citoyens, les usagers, les chefs d'entreprise. On n'est pas dans une logique French Tech ou de structuration de la filière. Et à mon avis, on est menacé. Et lorsqu'on se borne à faire venir le très haut débit, eh bien, on aura dans 10 ans un territoire qui va acheter à l'extérieur, dépenser tout son argent à l'extérieur et obligatoirement s'appauvrir. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on en fait une mauvaise communication sur le numérique. Aujourd'hui, pour moi, le numérique est un outil qui va permettre d'améliorer la qualité de vie du citoyen. On doit l'utiliser comme ça et pas dans le sens où purement objet connecté, comme on entend parler des 20 milliards d'objets connectés, tout ça. Moi, c'est pas sur ce sujet-là que je veux. C'est vraiment l'utiliser comme un outil. Ça ne remplacera jamais la présence humaine. Tout le monde croit que les machines vont remplacer. Non, pas du tout. Je pense qu'on en fait une mauvaise communication sur le numérique. Je pense sincèrement que ça doit être un outil pour avancer et pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Et le très haut débit va permettre justement, c'est les tuyaux un petit peu, c'est les tuyaux de demain, quoi, on va dire. C'est pour les usages de demain. Moi, je parle surtout sur les usages de demain, en fait. Je pense que voilà, c'est un outil qu'on doit utiliser, mais pas remplacer l'humain. Enfin, le numérique est une ambition, et vous avez absolument raison de vouloir la placer comme une logique du mieux-être. Mais elle comporte aussi des risques. Et je crois qu'il faut faire l'analogie avec ce qui s'est passé il y a un siècle autour de l'industrialisation. On n'a pas réussi à éviter la crise des années 30, c'est-à-dire des millions de chômeurs, des gens qui mouraient de faim, des gens qui amenaient des brouettes entières de billets à la banque pour les changer, mais pour rien. Donc la crise collective, elle peut aussi exister autour du numérique, et il faut s'en méfier. Oui, en complément à ce qui a été dit tout à l'heure par David, c'est le décalage qui existe parfois entre les élus et la population. Moi, en tant qu'élu local, ce que me demandent les gens, c'est plus de débit, tout simplement. À l'heure actuelle, nous tous, tous ceux qui sont présents dans cette salle, on n'a pas encore achevé la révolution des infrastructures numériques sur notre territoire. Ça va s'achever d'ici 2025, peut-être un peu plus, s'il n'y a pas forcément les budgets. Mais voilà, on est encore dans un contexte d'inégalité face au numérique, avec des ruraux qui sont parfois en difficulté par rapport aux urbains ou autres. Donc c'est pas encore achevé à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore, je pense, le recul nécessaire pour se permettre de juger le numérique sur sa globalité. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est vrai qu'on a parfois
un regard un petit peu biaisé. Et parfois, nous les élus, on a envie d'être, j'irai un peu plus avant que les autres. Quelque part, Google, Facebook, ils n'ont pas attendu après les élus pour apporter des services à la population et autres. Et il y a parfois un décalage complet entre ce que des élus. C'est pour ça que je vous rejoins. Hein. Parfois, on veut faire le beau temps partout, mais il faut parfois prendre aussi un petit peu de recul par rapport à ça et se reconcentrer sur nos missions premières de service public. Et en l'occurrence, celle des élus, c'est d'aménager le territoire en numérique. Et pas forcément, j'irais vouloir faire des milliers et des milliers de services numériques qui, au final, n'apporteront peut-être pas grand-chose à la population. Vous êtes sur le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc je peux vous donner une bonne nouvelle, vous aurez du très haut débit avant 2025 sous l'égide de la région. Une deuxième bonne nouvelle, c'est que ça va vous coûter moins cher, c'est-à-dire que le fait que la région Nord-Pas-de-Calais ait choisi la fibre pour 100% de la population, ça a intéressé les opérateurs, et les opérateurs ont acheté le réseau Nord-Pas-de-Calais de façon 3 fois plus élevée que ce qui était attendu. Donc la subvention publique est 3 fois moins élevée que ce qu'on aurait envisagé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, c'est un défi. Qu'est-ce que vous allez faire de cette bande passante? Comment vous allez valoriser vos potentiels locaux, vos savoir-faire, vos aptitudes, vos habiletés, etc. Et je pense que là, maintenant, on est au pied du mur. Quand on aura le très haut débit, c'est là qu'il faut se retrousser les manches. Juste une petite intervention, Céline. Ce que vous dites est vrai parce qu'on a à Arras 2 écoles d'ingénieurs. On forme 300 ingénieurs informatiques par an sur notre territoire. Il y en a 1 ou 2 qui restent sur la Rajoie. Alors, ils vont à Lyon, ils vont à Nice, ils vont à l'étranger. Et on a effectivement une grosse difficulté pour conserver, je dirais, notre intelligence numérique sur place. Voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire. Alors peut-être Benoît Liénard qui est là représente une Soluris, donc qui est un syndicat qui regroupe plusieurs collectivités et qui fait cette transformation numérique de manière mutualisée. Comment vous ressentez, vous, cette tension justement sur les territoires plus petits, de se dire est-ce qu'on peut avoir localement une valeur ajoutée, repenser aussi cette approche des services en mode l'usager au centre, toutes ces questions-là. Est-ce que c'est des choses que vous partagez également? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations quotidiennes? Oui, alors Benoît Liénard, directeur de Soluris, qui est un syndicat mixte, donc opérateur de services publics numériques, puisque c'est la nouvelle dénomination. Et on accompagne effectivement un peu plus de 500 collectivités, essentiellement des petites. Oui, alors évidemment, ça résonne sur le local, puisque donc tout ce qui a été dit par Karine, en particulier la question d'accélération, le fait de subir en fait ces évolutions, même si on peut en percevoir les richesses, les opportunités qu'elles ouvrent, aujourd'hui tout le monde n'est pas également gagnant de ces évolutions. Donc il y a une difficulté à se positionner, surtout en pleine réforme territoriale, avec la conscience que de toute façon ce maillage communal il est matériellement plus possible en termes de gestion. Pour autant, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Alors effectivement, en termes d'innovation, en termes notamment d'open innovation, d'intégration des habitants ou des acteurs économiques dans le projet, il y a des choses qui se font que je trouve assez intéressantes parce que face à l'évolution et à la complexité croissante du système dans lequel on évolue, certains ont tendance à baisser les bras en se disant de toute façon on n'y peut rien, c'est la fatalité. Et là aussi, j'ai apprécié ce que disait Karine sur le fait qu'on a du coup tendance à reporter la responsabilité, aussi bien la responsabilité au sens de la culpabilité qu'on attend la solution de l'extérieur. Et là, sur le terrain, on peut, parce que le territoire est plus petit, davantage maîtrisé, davantage connu, les acteurs sont identifiés, on peut imaginer des choses, avec un travail d'animation, en revanche, qui est fondamental, parce que c'est aussi des manières de faire différentes, parce que je ne vais pas non plus faire l'apologie du rural, il y a aussi l'esprit de clocher, il y a aussi tous les travers qu'on connaît, mais c'est vraiment des réflexions qui sont effectivement également au niveau du terrain, et sur lesquelles je pense qu'il y a un énorme enjeu de mutualisation, travailler à plusieurs pour voir comment on peut s'inspirer des pratiques des uns des autres et décliner localement auprès d'acteurs et sur un territoire qui a son histoire pour faire du développement plutôt endogène justement, s'approprier les infrastructures, s'approprier les bienfaits de la période, on va dire, mais pour en faire un développement du terrain et qui soit du coup pérenne.
Merci de ce témoignage. On arrive doucement au temps qui nous était imparti. Un petit mot pour, je sais pas, Hervé, est-ce que tu veux encore dire un mot? Et puis peut-être Karine, en réaction aux réactions suscitées. Peut-être juste pour réagir sur la notion, le numérique, c'est qu'un outil. Je pense qu'il faut être très très vigilant sur ce genre de choses. C'est comme l'imprimerie, c'était qu'un outil. Après, on voit à quel point l'imprimerie a changé la relation à la religion, notamment par la possibilité d'imprimer la Bible et donc par la possibilité d'ouvrir des nouvelles interprétations, etc. Et c'est pareil par rapport au numérique. Je vais prendre un exemple assez simple. Sur le sujet du numérique éducatif, on peut dire, bon, on met le numérique est un outil à la pédagogie, etc. Le seul problème que ça pose, c'est que ça donne aux collégiens ou aux étudiants les moyens d'avoir accès à de l'information de manière extrêmement rapide et de pouvoir challenger en temps réel la personne qui leur apporte la connaissance. Et donc ça induit une transformation pédagogique qui est fondamentale. Et donc on n'est pas dans j'imagine une nouvelle pédagogie et j'utilise un outil en support à la transformation de la pédagogie, mais j'ai un outil qui arrive et qui va révolutionner tout un tas de choses indépendamment de ma volonté propre. Et c'est en ce sens-là où il faut prendre en compte tous les impacts sociologiques que ça induit, parce que si effectivement on le voit entre guillemets que comme un outil, ça veut dire qu'on peut croire qu'on en a encore la maîtrise. Alors que là, toute la difficulté, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui nous échappent, et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour bien vivre ensemble avec un outil qui quelque part va nous chamboule et nous bouleverse dans nos modes de fonctionnement habituels. Oui, je crois que c'est plus qu'un outil, c'est-à-dire qu'on peut le mettre au service de quelque chose, mais il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans la société et dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est plutôt la question de comment on se recentre et on reprend la main sur ce qui est important malgré un contexte qui a changé et qu'on fait des choix de priorité par rapport à ça. Je pense que peut-être un des éléments de conclusion qu'on peut avoir, c'est ça, c'est que ces contraintes externes sont fortes, de plus en plus fortes, très contradictoires. Et ça se sent très bien dans votre discours. On a des forces contraires. Comment, malgré ça, et avec toute la puissance des outils qu'on a, par contre, parce qu'évidemment, là, on a des moyens de levier qu'on n'avait jamais eu avant. L'étude que vous êtes en train de monter au CGET montre quand même tout ce qu'on peut en attendre aussi. Mais se pose la question de pourquoi et de reprendre la main d'une certaine manière sur le sens profond de la chose. Un dernier mot, Karine, pour la conclusion, et puis on vous laissera réfléchir sur l'ensemble de ces points et on rendra la tribune aux autres. Décision pour la seule qui n'est pas élue ou décideur ici sur la table, mais bon, c'est le privilège. Non, moi je dirais que en fait, on voit bien. Je crois qu'il faut se faire confiance en fait, quelque part, quel que soit le niveau finalement d'action que l'on a, local, interglo, enfin interco, régional, etc., national. Je crois qu'il faut se faire confiance, mais aussi dans la capacité de ne pas être naïf par rapport au numérique et aussi de convoquer la question éthique. Parce qu'on le voit, là, on se transforme. Donc, on est dans cette aventure. Donc, voilà, moi, ce que je dis, c'est quand même, prenons des temps de distanciation, prenons aussi des temps de projection, d'anticipation. Et l'anticipation, c'est pas uniquement que le côté béni oui, tout va bien, c'est aussi se poser la question, en effet, des emplois, qu'est-ce qui va détruire, qu'est-ce qui va émerger, est-ce qu'on veut être embarqué, jusqu'où on veut être embarqué, et je crois que je fais confiance, moi, au sens justement des acteurs de terrain, à commencer par les élus, qui sentent voilà, ce qui est bon pour un territoire, ce qui est bon pour leur communauté, mais sans évacuer ces questions qui sont déjà actives. Parce que là, on parle des 15 ans qui viennent, hein, donc c'est très court terme. Hein, pour un territoire, c'est très très court terme. Voilà. Merci à tous. On peut vous applaudir. C'est un exercice pas évident. On n'a pas forcément posé de grands jalons de solutions, mais en tout cas, on aura ouvert quelques champs de réflexion, j'espère. Merci à tous.